Christine Bouillot. Et avec vous au 0826 300 300 jusqu'à midi, vous êtes les bienvenus. Sud Radio Parlons Vrai avec nos trois débatteurs du jour. Régis de Castelnau. Bonjour Régis. Bonjour à tous. Alors je rappelle, avocat, auteur de ce blog Vue du droit, de justice, une justice politique aux éditions de l'Artilleur, membre de la rédaction de Front Populaire. Également avec nous pour cette reprise des débats sur Sud Radio, avec vous Michel Thau. Bonjour Michel. Bonjour à vous. Fondateur du site d'information Opinion Internationale, fondateur d'Ensemble contre la peine de mort, également le troisième aujourd'hui, Jean-Philippe Ducoing-Clément. Bonjour. Bonjour. Maire UDI de Mennecy, dans l'Essonne et vice-président de la région Île-de-France. Alors au menu de nos débats ce matin, on va parler de cette question: y aura-t-il un enseignant devant chaque classe à cette rentrée face à la pénurie de candidatures au concours d'enseignants? Eh bien, Pape Ndiaye, le nouveau ministre de l'Éducation nationale, et les rectorats battent le rappel des retraités, mais aussi des vacataires qui ont été recrutés lors de ces job dating. Baptême du feu aussi pour le nouveau ministre de l'Éducation nationale. Arrivera-t-il à faire autrement que Jean-Michel Blanquer? Justement, à propos du gouvernement, la chef Elisabeth Borne qui déjeune avec Emmanuel Macron tout à l'heure, est-ce qu'elle imprime vraiment un style qui marche, puisque visiblement aujourd'hui sa cote de popularité est à la hausse? Gérald Darmanin, lui, est à Mayotte et il veut encadrer les jeunes mineurs délinquants par l'armée française, une vieille idée qui revient et qui risque de voir le jour sur l'île au large des Comores. En Ukraine, ça va faire 6 mois que la Russie a envahi le pays. On est à la veille également de la journée de commémoration de l'indépendance ukrainienne. Est-ce qu'il faut craindre le pire, une escalade et un enlisement? Voilà quelques-uns des sujets qu'on va aborder tous ensemble. Mais pour l'instant, on commence comme d'habitude, si vous le voulez bien, avec vos coups de cœur et vos coups de gueule. Régis, je me tourne vers vous. Oui, vous ouvrez le bal. J'ouvre le bal, alors. Oui. Avec un coup de gueule. Alors, je mets mes lunettes parce que je vais dire quelque chose. Allez-y. C'est une déclaration de monsieur Sadiq Khan, qui est le maire de Londres, et qui nous dit: nous n'avons rien vu de tel auparavant. Nous sommes confrontés à un hiver où, pour des millions de personnes, il ne s'agira pas de choisir entre se chauffer ou manger, mais tragiquement de ne pouvoir se permettre ni l'un ni l'autre. Excusez-moi, mais c'est Cassandre puissance 10. Donc, et je pense que malheureusement, il a raison. Et face à ça, et ce qui provoque ma contrariété, sinon ma colère, face à ça, je veux dire, on se dispute sur des polémiques autour des kartings et autour des stupidités du planning familial. On a un ministre, monsieur Bruno Le Maire, qui a dit n'importe quoi et qui est toujours ministre, et un président de la République qui nous dit: il va falloir affronter le terrible pour défendre nos valeurs. Enfin, tout ça, c'est bien gentil, mais effectivement, on se dirige, parce qu'il n'y a pas de raison d'imaginer que ça concerne seulement la Grande-Bretagne. On se dirige vers un hiver difficile. Winter is coming. On va avoir, il y a l'inflation, la crise économique, la crise de l'énergie. Je trouve que, je sais pas, j'ai l'impression qu'on est dans une voiture, il n'y a plus d'airbag, plus de frein, et on fonce vers le mur. Donc, je pense que Michel Thau. Je pense que Régis cède à la panique là. Non. Mon cher Michel, Régis et c'est Michel. fini, je fais Le mon maire temps. le maire de Londres n'a pas la science infuse. Oui, s'il était le seul, Michel, s'il était le seul. Oui, je prends sa phrase en ce qu'elle est symbolique. Bien sûr. Mais tous les indicateurs sont mauvais. Il en est où l'euro? Faut me rappeler. Pour la première fois depuis sa création, il dégringole sous le dollar. Enfin, je veux dire, on est dans une situation plus que préoccupante. Alors, je veux bien être optimiste, mais j'ai du mal. Allez, Michel, pour répondre. Non, mais moi je pense que évidemment que la situation est grave et que on a en fait un cumul de phénomènes géopolitiques avec la guerre en Ukraine, climatique et sécheresse qui effectivement créent des tensions énormes, l'inflation, des matières premières qui manquent, etc. Donc effectivement, on est dans une zone de turbulence farouche, c'est évident. Après, en même temps, j'ai envie de dire, pour l'Europe qui a de grosses faiblesses accumulées à force effectivement de mondialisation extrême, d'interdépendance avec des États avec lesquels il était bien dangereux d'entrer en zone de dépendance, et tout cela va nous amener peut-être certainement à accélérer
à accélérer très très fortement des recentrages industriels, de souveraineté alimentaire, de sobriété également. Vous prenez par exemple la valeur sobriété, ben voilà, c'est sûr que malheureusement les ressources énergétiques sont limitées. On évitera de prendre les jets. Excuse-moi Michel, excuse-moi, en faisant du scooter des mers comme un kéké, en se faisant filmer, photographier, c'est ça, on a élu des gens, je suis d'accord avec ces analyses, entièrement d'accord, mais qui va les mettre en œuvre? Monsieur Bruno Le Maire ou Emmanuel Macron? Mais comment ils se comportent aujourd'hui? C'est ça le problème. Moi, ce que je souligne, c'est ça. C'est le sentiment que ce pays va dans le mur et que nos dirigeants regardent ailleurs. En tous les cas, une chose est certaine, c'est que la première ministre finlandaise a failli tomber pour beaucoup moins que cela, c'est-à-dire sa participation à une fête. Finlandaise. La participation à une fête où effectivement elle s'est éclatée et finalement moi je trouvais ça très bien qu'un dirigeant politique se comporte un peu comme tout le monde et elle a failli tomber pour cela alors qu'effectivement certaines pratiques totalement déconnectées de la réalité comme le jet ski par le président de la République auraient peut-être mérité des protestations beaucoup plus fortes de la part de l'opinion publique. Jean-Philippe, vous enfoncez le clou ou pas ? Bon, on sait qu'on va avoir un hiver difficile, qu'on vit une crise énergétique majeure. Parce que les communes sont en première ligne, là. Moi, je m'adresse à l'élu, vous êtes. Les communes, comme les habitants, on reviendra un petit peu, c'est en périmètre de cette question sur le coup de gueule que j'aurai tout à l'heure, mais les communes se chauffent, les communes consomment de l'énergie pour les bâtiments scolaires, pour les crèches, pour les bâtiments culturels, comme tout à chacun. Le prix de l'énergie est en explosion totale. Nous n'avons pas eu de politique énergétique dans ce pays depuis 30 ans. La réalité, c'est que nous avons vécu sur les acquis de la création de la filière nucléaire. Ça, c'est pas de la faute d'Emmanuel Macron. La faute d'Emmanuel Macron, c'était sur le début de son premier quinquennat de stopper la filière nucléaire, d'arrêter la recherche sur le réacteur de 4e génération. L'Allemagne, aujourd'hui, a réouvert des centrales à charbon et représente à elle seule plus de 20% du bilan carbone de l'Union européenne. Pardonnez-moi, j'essaie de me faire l'avocat du diable, mais personne n'avait vu la crise ukrainienne arriver aussi clairement. Non, mais la question de l'indépendance énergétique du pays, elle se pose. La question du coût de l'énergie qui va en augmentant, elle se pose. La question du mythe du tout électrique, c'est bien, mais le tout électrique est moins polluant. Il faut produire l'électricité. Comment est-ce que vous la produisez? Vous la produisez avec des centrales à charbon comme en Allemagne ou vous le produisez au travers du nucléaire ou de la recherche sur l'hydrogène? L'hydrogène qui consomme également de l'électricité. Donc la faute politique d'Emmanuel Macron au début de son dernier quinquennat, ça a été Fessenheim, ça a été de stopper la recherche sur le nucléaire. Alors il a terminé son quinquennat mieux qu'il ne l'avait commencé en relançant, en annonçant 6 EPR, peut-être 12, mais tout ça, le problème c'est que c'était des solutions de moyen long terme. Quand on lance des projets industriels, on sait qu'ils aboutiront à 5, 6, 7 ans. Ce qui est lancé aujourd'hui ne sortira pas pendant ce quinquennat. Aujourd'hui, c'est une situation de crise où on court derrière ce qui n'a pas été fait depuis des années. Oui, la sobriété énergétique, est-ce que c'est pas non plus quelque chose que l'on doit intégrer, quelle que soit la personne qui soit à la tête du navire, j'avais envie de dire. La sobriété énergétique, c'est ce sur quoi on peut agir le plus rapidement. On a tous vécu un été terrible. Mais c'est ce sur quoi on peut agir le plus rapidement, parce que les efforts individuels, la question des travaux de rénovation, qui plus est, qui contribuent au bilan carbone du pays, donc à la transition écologique, ça fait partie des sujets sur lesquels on peut avancer le plus vite. Relancer une filière nucléaire, travailler sur la recherche sur l'hydrogène, c'est des choses qui prendront beaucoup plus de temps. Donc la sobriété énergétique, l'adaptation énergétique, c'est le chantier le plus urgent que nous avons à porter. Est-ce que c'est finalement un sujet qui est tellement complexe et interconnecté que c'est difficile de le prendre simplement par le bout du chauffage, Régis ? Il n'y a pas que le chauffage. La crise énergétique, elle risque d'être dramatique pour l'Allemagne. L'Allemagne est complètement dépendante du gaz russe. Actuellement, on a une espèce de petit jeu un peu curieux. Admettons, par exemple, déjà, la fourniture de gaz russe a été baissée. Admettons que les Russes coupent le robinet. L'Allemagne va avoir un terrible problème industriel, puisque, si vous voulez, ce que dit Charles Gave, c'est que la production, c'est de l'énergie transformée. Donc, cette crise énergétique, c'est pas seulement le chauffage. C'est pas seulement le chauffage, c'est la production, c'est la circulation des biens, etc. Non, je pense que... tiens, par exemple, Michel a raison. Quand il parle de la crise climatique, on a connu une sécheresse très importante. J'ai lu qu'on allait avoir des problèmes d'approvisionnement en lait. On en parlait hier avec les producteurs laitiers. Oui, mais ça c'est...
si je peux me permettre, Régis, ça c'est surtout lié à la sécheresse. Oui, à la sécheresse, absolument. Parce qu'en fait, effectivement, la production en lait et la production bovine de bœuf va manquer. Parce qu'en fait, avec la sécheresse, il n'y a plus de fourrage et donc les vaches n'ont plus de quoi brouter. Et surtout les éleveurs, Michel nous expliquait hier qu'ils vont devoir aussi sacrifier des bêtes parce qu'ils n'auront plus les moyens de pouvoir d'acheter des fourrages. Exactement. Donc ils vont réduire les certains ont déjà commencé. Mais j'aimerais juste terminer sur une note rapidement, positive. Michel, parce que là, on arrive à l'heure là. Juste sur une note positive. Heureusement, Emmanuel Macron a la solution. Il se rend demain en Algérie pour 3 jours de visite d'État et il va nous ramener un accord gazier qui va nous régler tous nos problèmes. Allez, à suivre. No comment. Voilà, ça c'est du tease. Régis de Castelnau, Michel Taube, Jean-Philippe Dugouin-Clément et avec vous également 0826 300 300. On s'arrête, on est très en retard, on fait l'info et on se retrouve juste après. À tout de suite. On passe toujours d'excellentes matinées sur Sud Radio avec nos débatteurs du jour. Régis de Castelnau, avocat, auteur de Une justice politique, l'artilleur et membre de la rédaction Front Populaire. Michel Taube, fondateur du site de formation Opinion Internationale. Et Jean-Philippe Dugouin-Clément, maire UDI de Mennecy et vice-président de la région Île-de-France. On en était au coup de gueule de Régis. Alors, on va changer de sujet parce qu'on pourrait parler d'énergie pendant à peu près 2 heures, voire la journée entière, Régis. Mais Michel, vous aviez un coup de gueule. Bien sûr. Un coup de gueule également sur la question du planning familial. Oui, alors effectivement, je ne sais pas si vous avez suivi, je suis sûr que les auditeurs de Sud Radio ont suivi ça pendant l'été. Le planning familial, c'est payer une campagne dans laquelle on voit un homme qui manifestement est une ancienne femme, si j'ai bien compris, bref, un trans, comme on dit précisément. Au planning, on sait que des hommes aussi peuvent être enceints. Et en fait, cette campagne a suscité d'une part beaucoup de polémiques et moi j'attendais, je n'ai pas compris, parce que vous savez, il y a des ministres qui ont été très présents pendant l'été. Gérald Darmanin, on a cru que c'était quasiment le Premier ministre bis, tellement il a été présent, omniprésent pendant la campagne. Et là, la ministre en charge de l'égalité homme-femme, Madame Rome, Isabelle Rome, était particulièrement silencieuse. Et hier, elle s'est piquée d'un soutien au planning familial pour grosso modo soutenir le planning familial. Et moi, ce que je voudrais dire, en fait, c'est 2 choses. Comme l'ont rappelé d'ailleurs certaines féministes, d'abord, un homme ne peut pas tomber enceinte. Donc s'il y a des jeunes qui nous écoutent, ne croyez pas cette campagne mensongère. Alors, c'est de la communication, c'est de la publicité. Certains diront que la publicité, c'est l'art du mensonge qu'on fait passer pour une vérité. Mais donc ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose qui est dramatique, c'est que le planning familial a été une véritable institution, j'ai envie de dire, de la République. Le planning familial a aidé des millions de jeunes filles à bénéficier des moyens de contraception à une époque où, et c'est un énorme progrès, les femmes ayant beaucoup plus de liberté qu'auparavant, notamment la liberté sexuelle, elles ont pu bénéficier de conseils du planning familial. Et le planning familial fait partie de ces organisations qui ont connu une évolution très idéologique, en fait, et qui, d'une organisation très utile, très concrète, qui a apporté des solutions pratiques aux jeunes, là, en l'occurrence aux jeunes filles, est devenue un petit peu une machine de guerre idéologique. Et c'est dramatique parce que finalement, ça va éloigner le planning familial de son objectif initial, qui est encore une fois un objectif extrêmement noble. Et moi, je pense que Madame Rome, la ministre en charge de ces questions, devrait, quelles que soient ses convictions, mais veiller à ce que le planning familial s'en tienne à sa mission, qui est d'aider les jeunes filles à bénéficier de moyens de contraception, à les sensibiliser, à faire de la pédagogie, à faire de la prévention. C'est ça, sa mission. C'est pas faire de la communication idéologique, politique. Mais est-ce que c'est pas non plus, Michel, pardonnez-moi, la résultante de ce pays où on ne peut plus faire une communication décalée? Voilà. Alors, je pense qu'il y a sans arrêt des communications décalées. Mais je pense qu'il y a certains sujets qui sont quand même trop sérieux qu'on puisse se contenter d'une communication décalée. Il y a quelques semaines dans Paris, vous aviez, et je pense que ce n'était pas que dans Paris puisque c'était une campagne du ministère de la Santé, vous aviez une campagne sur effectivement la sexualité des Français. Et
toutes les entrées, donc c'est un site internet du ministère de la Santé. Et en fait, l'hétérosexualité était une requête parmi les moins visitées sur lesquelles il y avait le moins de contenu proposé par ce site internet du ministère de la Santé. C'est-à-dire qu'il y a une valorisation des comportements sexuels minoritaires que je respecte, le droit des minorités. Moi, j'ai été un militant pour le Pacs, pour le mariage pour tous. Il y a 25 ans, je publiais un livre pour le Pacs. Donc, je suis pour l'égalité entre tous les citoyens. Mais en revanche, il faut bien être conscient que les minorités ne peuvent pas devenir la majorité. Et le problème, c'est que les communications gouvernementales ne sont pas équilibrées. Et donc, c'est la preuve qu'il y a aussi une idéologie derrière. Mais je voudrais ajouter une campagne décalée. J'ai été voir sur le site leur dictionnaire. C'est hallucinant. Il ne faut pas utiliser les termes de masculin, féminin. Il y a des descriptions qui sont radicalement anti-scientifiques d'ailleurs. Vous parlez du planning familial ? Le planning familial, oui, le planning familial, c'est assez hallucinant quand on voit ça. Alors la campagne, effectivement, en disant un homme peut être enceinte, non, ça n'est pas vrai. Comment dire, une femme transformée éventuellement ou un homme transformé peut-être, je sais pas trop comment on fait, mais peu importe. Mais il faut aller voir. Bref, faut aller voir ce qu'il raconte. Il faut aller voir ce qu'il raconte sur le site. Et il y a effectivement un véritable danger. Mais faut quand même pas tomber. Pardonnez-moi, mais tomber sur le planning familial aujourd'hui, alors que ça, ce que disait Michel, aider des millions, y compris de jeunes filles dans des situations. Oui, je vous invite à lire tous les papiers qui sont faits aujourd'hui. Je vais m'énerver un peu parce que derrière, il y a toute la question du rapport au corps de la femme. Les papiers qui sont faits aujourd'hui sur la situation des habitants des États-Unis dans les États où l'IVG est désormais interdit, c'est un drame absolu. Écoutez, vous avez tout à fait raison. C'est terrifiant, ces enquêtes. Moi, je suis entièrement d'accord. Mais là, on parle du planning familial. Mais oui, mais ça aide aussi des jeunes filles chez nous qui, malgré tout, sont dans des situations parfois compliquées. Je pose la question, est-ce que ça aide ? Moi, j'ai vu un document en disant qu'il fallait rien imposer pour le voile, etc. Et il y a quelqu'un qui posait la question de l'excision. Ah oui, mais ce sont des choix personnels. On sait la pression, l'excision, formidable, c'est un délit en France, bien mais sûr que c'est un le délit, planning familial dit que ça doit être possible, que l'excision est une liberté. Non, je suis désolé. J'ai pas lu ça, moi. J'ai pas lu ça. Alors, je sais pas d'où vous sortez. Bien sûr, mais je suis entièrement d'accord, mais il faut pas se tromper. C'est une dérive, c'est un dévoiement. Le planning familial, c'était magnifique quand j'étais jeune. Je suis le plus âgé autour de ce plateau, donc je me rappelle. Heureusement qu'ils étaient là, c'était superbe. Ils ont fait un boulot magnifique. C'est fini, c'est fini. Et j'ajoute juste une petite chose sur les États-Unis. De l'autre côté de leur guerre civile culturelle, vous avez raison entièrement sur l'avortement. De l'autre côté, j'ai vu des articles triomphaux sur le fait qu'un enfant de 10 ans qui a commencé sa transition à 4 ans, était dans les fashion, je ne sais pas quoi, défilés, assez magnifique, regardez, elle a été transformée, elle a commencé sa transition, mais c'est de la maltraitance, et je dirais c'est pire. Alors, moi, je pense que c'est de la pédophilie aussi. Vous verriez. On dévie du sujet. On dévie du sujet, Régis, là-dessus. Et puis, par exemple, la Suède, qui était très en avance sur ce sujet-là, est en train de regarder de très près. Mais sur le planning familial, permettez-moi, et ça, c'est vraiment une position très particulière. Je pense que c'est très utile aujourd'hui, et il faut le défendre, le planning familial, sur l'utilisation qui en est faite. Peut-être que la communication décalée choque. Mais au moins, on en parle aussi, c'est une façon. Mais ce qui se passe aux États-Unis pour les femmes américaines aujourd'hui, c'est un drame absolu. Les papiers dans Le Monde, là, qui ont été publiés il y a quelques jours, sont absolument édifiants. On referme le sujet. Pour les enfants qu'on met en transition à 4 ans, c'était abominable aussi. Oui, mais... à 4 ans, je ne connais pas d'enfants. C'est le même, c'est les deux faces de la même pièce. Je ne connais pas, Régis, mais c'est un autre sujet. Allez, on continue, parce qu'après, on a un autre sujet qui arrive. Jean-Philippe Dugoin-Clément, vous avez aussi un coup de gueule. Alors, je pense qu'on sera moins vindicatif, on sera à peu près tous d'accord. Oui, on va rester sur l'inflation, rester sur la question de l'actualité de la rentrée scolaire. C'est la hausse du coût des restaurations scolaires. L'inflation est quelque chose qui est particulièrement marqué dans le secteur de l'agroalimentaire. On l'évoquait tout à l'heure sur les risques de raréfaction, de pénurie de lait, sur l'augmentation du coût alimentaire. Depuis 4 ans, nous avons une courbe d'augmentation des prestations de restauration alimentaire liées à la loi Egalim, qui part d'un bon sentiment, qui est justifié pour avoir plus de qualité.
qualité, un meilleur prix garanti aux producteurs. La réalité, c'est que depuis le début de l'année, l'ensemble des prestataires fournissant l'alimentation aux communes pour les cantines demandent des revalorisations en moyenne de 5 à 10% de leurs tarifs. J'étais hier avec une collègue adjointe dans une commune des Yvelines. Leur prestataire qui a été renouvelé au mois de janvier demande aujourd'hui une augmentation de 27%. La réalité, c'est que 27. ces augmentations de coûts, alors là c'est un record, mais la moyenne c'est de 5 à 10%, certains moins, certains plus. La réalité, c'est que ces augmentations de coûts, elles vont venir frapper les familles, quoi que nous fassions, dans un contexte compliqué qui va être celui de l'automne, parce que les communes à qui on impose des augmentations de coûts, elles ont trois possibilités. La première, c'est de répercuter sur le tarif facturé aux familles, donc répercuter sur le consommateur. Donc c'est une augmentation nette de 5, 7, 8, 10% du coût. La deuxième, c'est de ne pas répercuter, ça veut dire de prendre dans le budget général. Prendre dans le budget général, ça veut dire augmenter les impôts, c'est-à-dire que tout le monde paye, y compris les non-consommateurs, ou réduire des prestations sociales, réduire des subventions aux associations, mais on fait moins ailleurs mécaniquement. Ou troisième solution, c'est de faire payer aux enfants, c'est de réduire la qualité du repas, c'est-à-dire de jouer sur les grammages, sur le nombre de composants, sur la fréquence à laquelle sont proposés des produits nobles, et donc on est dans une situation qui est extrêmement problématique. Les élus, l'Association des maires de France a demandé au gouvernement de procéder à un gel des tarifs proposés par les prestataires. Le gouvernement demande aux élus actuellement d'accepter ces hausses de tarifs pour soutenir la filière agricole. La réalité, c'est qu'on est dans une équation où à un moment, sauf à ce que l'État assume de venir trouver des biais, de venir imposer des modes de fonctionnement différents, et les associations d'élus sont prêtes à travailler avec l'État là-dessus, nous aurons en bout de course une facture qui se fera sur les familles, sur les Français et sur les familles modestes. C'est vraiment un signal d'alarme que je souhaitais tirer. Peu de gens le mesurent aujourd'hui parce que souvent on mesure les choses quand elles arrivent, pas quand on est dans l'amont ou dans l'avant, mais on est sur une situation qui va devenir intenable pour beaucoup de communes. Bien sûr. Est-ce que je peux poser une question à monsieur le maire ? On parlait tout à l'heure d'énergie. Est-ce que vous avez une idée de la facture d'énergie en gasoil, en essence, de tous les services municipaux? Parce qu'en fait, la réalité, c'est que on parle d'une inflation à 5, 6, 7%, mais moi, toutes les informations que j'ai appelé beaucoup de monde depuis quelques semaines, mon sentiment, c'est que c'est beaucoup plus élevé, que l'explosion des coûts des matières premières, des coûts intermédiaires, effectivement, c'est plus du 20, 27%, comme vous le disiez pour un fournisseur, que du plus 5, plus 7, plus 8. Donc, est-ce que vous allez éteindre la lumière plus vite dans les salles communales ? Et je note enfin que dans les trois pistes que vous avez évoquées, il en manque une quatrième, c'est l'augmentation des impôts locaux. Si, je l'ai évoqué quand c'est pris le budget général, c'est la réduction de services ou l'augmentation des impôts. Des impôts. D'accord. Oui. Okay. Oui. Et le coût de la facture énergétique, c'est des centaines de milliers d'euros, j'imagine, rien que pour une mairie comme la vôtre. Bien sûr, c'est un coût absolument colossal, notamment la plus grosse partie consistant dans le chauffage des bâtiments municipaux. Après, on a les éclairages publics, les factures d'électricité, les factures de carburant diverses et variées. On est sur des augmentations de coûts. Après, toutes ne sont pas forcément équivalentes. On a eu, paradoxalement, cette année, aucune année n'est équivalente, mais un hiver assez peu froid. Quand on se met en rapport par rapport à il y a 5 ou 6 ans, on a des hivers malgré tout plus doux, donc on a plutôt une consommation énergique plus faible. On travaille chaque année sur l'adaptation de nos bâtiments publics, sur de la rénovation thermique, donc on arrive à écraser un petit peu. Alors ça se fait progressivement. Là où on sent le plus les augmentations, c'est véritablement sur les travaux, parce que là, l'effet Covid, post-Covid, crise, guerre en Ukraine, raréfaction des matériaux, effet de spéculation sur tous les chantiers, on a connu, quelles que soient les collectivités, des augmentations tarifaires extrêmement forte. Sur l'énergie, on le sent, mais on essaye d'écraser autant qu'on peut par rapport au volume de consommation. On a quelque chose dont on parle assez peu, mais qui impacte très fortement les collectivités, c'est la hausse du point d'indice des fonctionnaires. Alors c'est plutôt une bonne chose, parce que la dernière revalorisation datait de 2016, sous François Hollande. Donc 6 ans sans aucune revalorisation, c'est quelque chose de dur. Mais quand on augmente de 4% le point d'indice des fonctionnaires, sur une commune comme la mienne, c'est plus de 200 000 € annuels. C'est plus que ce que nous affectons
millions aux associations annuellement. Voilà, merci à tous les trois pour les coups de cœur et les coups de gueule. Moi, je voudrais juste revenir sur ce qu'on évoquait hier matin, ce dont le dossier de Colantes, avec la question du profil des détenus qui ont participé à cette émission de télé. D'ailleurs, la vidéo a été retirée par la production de cette opération parce qu'ils avaient demandé à ce que chacun des détenus n'ait pas un casier judiciaire trop lourd. Et ben, nos confrères de l'Opinion ont révélé ce matin que l'un avait été condamné pour viol et condamné à 10 ans de réclusion criminelle. C'était en février dernier. Donc le contrat n'a pas été respecté dans ce dossier. Voilà qui est complet. Allez, on s'arrête un court instant et dans un instant, on va parler de la rentrée scolaire. Encore, désolé, mais c'est en ce moment que ça se passe et que ça se prépare. Y aura-t-il des enseignants devant chaque classe? C'est une vraie question qui se pose aujourd'hui et c'est Pape Ndiaye, le nouveau ministre, qui est chargé d'y répondre. À tout de suite. Sud Radio, 10h midi, débat. Christine Bouillot. Et avec vous, 0826 300 300, nos débatteurs aujourd'hui, on les salue encore. Régis de Castelnau, l'avocat, auteur de Justice politique aux éditions de L'Artilleur. Michel Taub, fondateur du site d'information Opinion Internationale, fondateur d'Ensemble contre la peine de mort. Et Jean-Philippe Dugouin-Clément, maire UDI de Mennecy et vice-président de la région Île-de-France. Alors on parlait avec vous, Jean-Philippe Dugouin-Clément, de la question de la restauration scolaire et de l'inflation quasiment assurée pour les familles, parce que grosso modo, en général, c'est à peu près comme ça, dans 80% des cas, que ça va se terminer avec une augmentation pour les familles. Mais nous, on va s'intéresser à la question des enseignants qui vont être devant les classes la semaine prochaine. Rentrée des profs, c'est mercredi prochain. La plupart des enfants vont reprendre le 1er septembre. Et Pape Ndiaye, le nouveau ministre de l'Éducation nationale, se s'est très attendu sur ce sujet, puisqu'il a promis à sa prise de fonction qu'il y aurait bien un enseignant devant chaque classe, alors qu'il y a déjà des pénuries, notamment l'indicateur, c'est le nombre de candidats au poste qui étaient à pourvoir. 27 000 étaient à pourvoir, 4 000 postes n'ont pas été pourvus lors des concours de l'Éducation nationale. Alors, si votre enfant va faire de l'allemand, vous avez 45% de chances qu'il n'y ait pas de professeur, puisque ce sont les matières les plus touchées devant les lettres classiques, la physique, chimie, les mathématiques, c'est quand même un vrai sujet, et puis les lettres modernes à 16%, l'anglais à 8%, qui termine le palmarès. La question se pose aujourd'hui puisque Pape Ndiaye est en déplacement ce matin au rectorat de Créteil. Il va participer qui a connu une pénurie massive d'enseignants, et comme dans d'autres rectorats, on a fait des job dating pour recruter des candidats venus d'ailleurs, que la classique formation. On pourrait faire appel aussi à des profs retraités pour combler les manques. Alors, cette pénurie des enseignants, est-ce que ça veut dire aujourd'hui qu'on est dans un système où véritablement l'éducation nationale se retrouve en difficulté pour longtemps, parce qu'un enseignant, ça met du temps à être formé. Donc c'est pas simplement cette rentrée, mais c'est les suivantes. Qui veut commencer? Régis? Moi, après Michel va dire que je suis catastrophiste, alors donc. Allez-y tout de suite, comme ça c'est fait. Oui, donc je commence. Non, mais je veux dire je vais pas le plaindre, Pape Ndiaye, mais je veux dire c'est le profil qui a été choisi par Emmanuel Macron est quand même problématique. Ça va polémiquer autour. Notre éducation nationale, comme tous les grands services publics, est en grande difficulté. L'histoire des concours. Oui, il y a 4000 postes qui n'ont pas été pourvus, mais il faut voir le niveau des concours. J'ai jeté un coup d'œil. C'est quand même préoccupant. C'est quand même préoccupant. Et aujourd'hui, alors on va pas revenir sur les classements de Shanghai ou je ne sais quoi, mais à l'arrivée, je veux dire à la fin du cursus scolaire, c'est-à-dire que lorsqu'on passe dans l'enseignement supérieur, le niveau s'est drastiquement abaissé. Donc je pense que oui, le problème nous arrive avec le nombre de professeurs, mais je pense qu'il est beaucoup plus sérieux que ça. Il y a le nombre de professeurs, il y a leur niveau, etc. Il y a le fait qu'on cherche des rustines avec le job dating, ce qui est un petit peu effrayant. Alors, je serai modeste. Moi, j'ai enseigné à l'université. Je suis un praticien, je suis avocat. J'ai enseigné ces matières. J'ai pas aimé ça du tout. Donc, je vais reprocher à personne de ne pas être candidat. Vous voulez pas j'aimais pas ça. Je l'ai fait, mais j'aimais pas ça. Michel, est-ce que c'est une solution, on va dire, court-termiste, et puis le chantier pour Pape Ndiaye est colossal? Oui, alors après, il a malheureusement contre lui le fait qu'il est arrivé au ministère très tardivement. C'est-à-dire, en fait, j'espère que l'administration de l'Éducation nationale
a tout de suite réagi lorsqu'en avril-mai, ils se sont rendus compte que sur les concours de l'éducation nationale, il y avait très très peu de candidats admissibles et au niveau des recrutements requis. Et donc qu'il y a eu la mobilisation générale mise en place dès le mois d'avril ou mai et pas au plein milieu de l'été où évidemment ce serait beaucoup trop tard. Donc c'est vrai qu'avec l'élection présidentielle, les élections législatives, le retard avec lequel le gouvernement a été nommé, le pilote dans l'avion n'est rentré finalement dans l'avion que très très tardivement. Il a au moins cette circonstance atténuante. Voilà. Après, effectivement, je vais être catastrophiste comme Régis. C'est quand même hallucinant. Je pense que franchement, un des indices de vigueur d'un pays, de santé d'un pays, c'est lorsque vous avez des jeunes qui veulent devenir profs, qui veulent devenir enseignants. Et je ne crois pas qu'il y a le même décrochage de vocation en Allemagne, au Danemark, en Angleterre, en Espagne, au Portugal. En France, il y a un décrochage qui est le résultat de multiples facteurs. Le Covid l'a peut-être accéléré, mais ça vient de beaucoup plus loin. Ça vient des salaires, ça vient d'un manque de reconnaissance, ça vient des violences dont les enseignants sont victimes tous les jours. Voilà. Donc, je pense le fait qu'un pays ne soit pas capable de recruter suffisamment de ces jeunes pour devenir enseignants, mais enfin, c'est extrêmement dramatique. Et pour moi, c'est au-delà du PIB, au-delà d'éléments statistiques et quantitatifs, c'est vraiment extrêmement inquiétant. Oui, en fait. Le problème, c'est que dans la vraie vie, vous avez le droit de refuser un héritage quand il est pourri. Quand vous êtes ministre, quand vous êtes Pap Ndiaye, vous n'avez pas le droit de refuser l'héritage de Jean-Michel Blanquer, y compris s'il est absolument catastrophique. La situation qu'il récupère, et je rejoindrai ce qui a été dit par Michel Taube, il est arrivé extrêmement tard. Il était nommé mi-fin juin pour une rentrée en septembre. La situation est catastrophique. Plus personne ne veut aller dans l'éducation nationale. On a 4000 postes qui ne sont pas pourvus. On n'arrive pas, alors que c'est le plus beau métier du monde, à donner envie à des gens de rester. On est à plus de 1600 enseignants qui quittent l'éducation nationale chaque année parce qu'ils sont mal payés, parce qu'ils ne sont pas soutenus, parce qu'ils sont démoralisés, parce que la structure éducation nationale ne les a pas accompagnés pendant la période de la Covid. Et on est aujourd'hui sur une éducation nationale qui est épuisé en termes de structure. Nous avons vécu 2 années absolument terribles. Moi, si je prends l'exemple de ma commune, la continuité du service public éducation nationale n'existe plus. J'ai une classe de CM1 dans ma commune. On a eu plus de 30 jours l'année dernière sans enseignants, sans remplacement. Sur une semaine de 4 jours, c'est pratiquement 9 semaines. C'est des enfants qui, pendant 2 mois, n'ont pas eu d'enseignants, n'ont pas pu être pris à l'école. C'est l'héritage de Jean-Michel Blanquer. Alors, face à ça, Pap Ndiaye, il fait ce qu'il peut. Ils essayent de recruter, ils prennent des candidats au-delà de ceux qui avaient échoué au concours, ils bouclent sur des contractuels, ils vont faire appel à des retraités, mais la réalité c'est qu'aujourd'hui, moi je suis dans ma commune de Mennecy, beaucoup d'enseignants qui auraient pu continuer 1 an, 2 ans, 3 ans de plus, ne le font pas à cause des enfants, pas à cause des parents, y compris s'ils sont difficiles, à cause de la structure, du poids, de la lourdeur de l'éducation nationale. Et si on n'est pas capable de réimpulser l'envie d'enseigner, l'envie de transmettre, l'envie de passer, on est dans un pays qui va aller au bout du bout. Je vais vous raconter juste une anecdote. Ce matin, avant de quitter Mennecy, je suis allé acheter mon journal et j'ai croisé 2 habitants qui prenaient leur café devant le bureau de tabac presse. Et ils me disaient, monsieur le maire, vous avez vu l'autre jour à la télé, vous parliez de sécurité, mais le problème de fond, c'est que dans ce pays, c'est l'école, on n'enseigne plus et c'est à l'école que ça doit se régler. Ouais. Michel. Moi, ce que je veux dire, pendant la crise Covid, vous savez, parce que moi, je considère que l'État jacobin, il est complètement épuisé, complètement laminé par la complexité des enjeux. On est dans un système qui est beaucoup trop centralisé, où tout remonte au ministre, au président de la République, au Premier. Ça ne peut pas marcher comme ça. Pendant la crise Covid, les maires, les présidents de région, mais beaucoup les maires, ont suppléé au manquement de l'administration centrale pour trouver des masques, pour essayer de faire de la prévention sanitaire. Sur l'école, c'est la même chose. Je pense que si l'on sait
qu'il va manquer des profs à la rentrée. Mais dans ce cas-là, quelles que soient les règles, et les maires, je sais que vous avez dérogé aux règles publiques pour obtenir des masques. Valérie Pécresse, je me rappelle, avait dit, dans un premier temps, ça m'avait choqué. Après, je m'étais dit, mais finalement, l'essentiel, c'est le résultat. Elle avait dit, nous avons dérogé aux règles des marchés publics pour pouvoir obtenir des masques pour nos citoyens. Eh ben, j'ai envie de vous dire, mesdames, messieurs les maires, puisque l'administration n'est pas capable de boucher les trous et de recruter des profs, mais à vous, montez des campagnes de recrutement dans vos communes d'enseignants, de substitution, des personnes qui aiment enseigner. Moi, j'ai adoré enseigner. Je suis sûr qu'à Mencier, vous avez des dizaines de personnes qui aimeraient aller donner 2 heures de cours par-ci, par-là. Il faut y aller parce que le plus important, c'est qu'il y ait des profs face aux élèves, quelles que soient, j'ai envie de dire, les règles. Et M. Pamdian, il ne pourra pas s'y opposer. Et qu'il y ait des adultes tout court dans les établissements scolaires, puisqu'on s'annonce aussi une pénurie d'infirmières scolaires, de médecins scolaires. Je ne parle même pas des chauffeurs de car, qui va faire, on va dire, beaucoup de sujets télé en ce moment, mais c'est un autre sujet très, très complexe. En tous les cas, la rentrée des classes, je le rappelle, c'est donc mercredi prochain pour les enseignants et 12 millions d'élèves qui vont reprendre le chemin de l'école. Et quand vous avez un bon enseignant, chers parents, dites-lui qu'il est bon enseignant et que vous avez apprécié son année scolaire, parce que c'est aussi ça la reconnaissance de la part des parents qui oublient parfois un peu vite. Allez, on referme ce sujet, mais on va rester du côté du gouvernement. On va évaluer Elisabeth Borne qui dépasse Emmanuel Macron dans les intentions de bonnes opinions qui a été diffusée ce week-end. Le style Borne est-il en train de s'installer? On en parle avec vous, 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio, 10h midi, débat. Christine Bouillot. Et avec Régis de Castelnau, avocat, auteur du blog Vue du droit, Michel Taube, fondateur du site d'Info Opinion Internationale, et Jean-Philippe Dugouin-Clément, maire UDI de Mennecy, vice-président de la région Île-de-France. Alors, Elisabeth Borne, c'est la rentrée pour elle, puisqu'Emmanuel Macron et elle, la première ministre, vont dîner ensemble ce soir à l'Élysée. Objectif évoquer, nous dit-on, tous les sujets de la rentrée, l'avancée des différentes priorités de ces premières semaines de son arrivée à Matignon. Elisabeth Borne doit prononcer, dit-on, un discours fort sur la sobriété et la transition énergétique lors de l'université d'été du MEDEF qui se tient fin août, la semaine prochaine, donc du côté de Paris à Longchamp. Et le chef de l'État lui a demandé de remettre à l'automne un agenda de planification écologique décliné par mois et année. C'est ce qu'annonce l'Élysée dans un communiqué diffusé par l'AFP. Elisabeth Borne, à qui on prédisait qu'elle ne passerait pas l'été, voit sa cote de popularité en hausse de 3 points à 41%. Enquête IFOP publiée ce week-end par le JDD. Elle dépasse Emmanuel Macron qui n'est qu'à 37% et qui continue de baisser légèrement. Alors elle cartonne, pardonnez-moi du terme, 12 points supplémentaires chez les 18-24 ans. 49% des jeunes sont satisfaits de ce qu'elle a fait, de son discours par exemple de politique générale. Et elle le séduit pas mal au PS, chez les LR, etc., etc. Y a-t-il un style Borne qui s'installe ou c'est encore trop tôt pour dire qu'elle réussit son... Alors je vous vois sourire, Jean-Philippe. Non, parce qu'il y a une tradition qui veut que... Parce que d'habitude, ça ne peut pas forcément démarrer très bien. Non, mais il y a une tradition en politique qui veut que si vous voulez être élevé dans les sondages, il ne faut rien faire. Donc de ce point de vue-là, Madame Borne ne déroge pas. La réalité, c'est qu'elle est totalement inaudible. Elle a fait un discours de politique générale qui n'a pas donné lieu à un vote parce qu'il n'y avait pas de majorité. Alors passer l'été ou pas passer l'été, la réalité, c'est que le président ne peut pas dissoudre aujourd'hui parce que il serait encore plus minoritaire qu'il ne l'est et aucune opposition n'a véritablement intérêt à provoquer le clash aujourd'hui et n'a les moyens d'obliger à la dissolution. On a un président de la République qui continue de manière un peu moins marquée que sur son premier quinquennat à être l'homme orchestre qui gère tout. On voit sur son discours de Bormes-les-Mimosas, il rentre un petit peu dans la vision ou dans l'explication de texte chiracienne à Nicolas Sarkozy, je décide, il exécute, où on a un président de la République qui est au four et au moulin, qui donne le tempo et qui a un collaborateur, une collaboratrice qui s'appelle Elisabeth Borne. De ce point de vue-là, elle est moins exposée, elle ne sert pas de paravent à Emmanuel Macron, pas plus d'ailleurs que ne l'avait fait auparavant Jean Castex ou Édouard Philippe, qui étaient de fait plus populaires qu'Emmanuel Macron. Gouverner, c'est prendre des coups, c'est s'user, et on est dans un système où le président préside et gouverne. Michel. Oui, je pense que Emmanuel Macron ne souhaite pas avoir une sorte de paratonnerre. Je pense qu'en fait, ce qu'il souhaite, c'est d'avoir
un meilleur collaborateur possible, comme Sarkozy l'avait dit de François Fillon. C'est-à-dire, je pense que les années Édouard Philippe l'ont amené à se dire, effectivement, je vais prendre des premiers ministres qui n'ont pas d'ambition politique et qui sont de bons techniciens, qui vont faire tourner la Maison France, enfin l'administration française, en tout cas essayer. Jean Castex avait dit, et je pense qu'Elisabeth Borne pourrait reprendre cette formule à son compte, Jean Castex, dans son discours de politique générale, il avait dit « Je vais redonner à l'intendance ses lettres de noblesse ». Bref, je serai le grand intendant de l'État français. Je pense qu'Elisabeth Borne, effectivement, elle a été préfète, elle a fait une très très belle carrière dans la haute administration publique française. Elle est ce qu'on appelle parmi ces grands commis de l'État. Après, moi, je trouve regrettable que ce type de fonction se retrouve en politique, parce que être un politique, ce n'est pas être un fonctionnaire, aussi haut soit-il. Être en politique, c'est avoir une vision, c'est d'entraîner les femmes et les hommes, c'est d'être un manager, c'est d'être aimé de ses... Moi, j'avais été très choqué au soir des élections législatives, lorsqu'Elisabeth Borne avait pris la parole. Elle avait même oublié de remercier de ses électeurs qui l'avaient élue députée. Elle a même oublié de les mentionner. Donc je pense que Mme Elisabeth Borne a de grandes qualités. Elle est un produit de l'ascenseur social, ou même mieux de l'escalier social. Ne soyons pas paresseux. Mais en revanche, elle est... elle manque d'empathie, elle manque de bienveillance, elle manque de... Voilà, je ne pense pas que c'est une manager, une entraîneuse qui va faire que les Français vont vouloir... on parlait de l'éducation et des vocations. Voilà, un Premier ministre aurait dû peut-être lancer un appel général en disant on manque de profs, que les bonnes âmes et les volontaires nous appellent avec un numéro vert pour être candidat, etc. Je ne la vois pas du tout dans ce rôle-là. Regardez cet été, on a eu un véritable Premier ministre bis qui était... Gérald Darmanin, parce que lui c'est un politique, parce que lui c'est un homme de terrain, et Elisabeth Borne oui, mais on lui reproche à Darmanin d'en faire trop, donc c'est le moins qu'on puisse dire. Moi, je voudrais dire deux choses concernant Elisabeth Borne. D'abord, elle vient d'arriver, elle aussi, c'est comme Pape Diaye, donc elle passe un été, je suis entièrement d'accord. Si on veut des bons sondages, il ne faut rien dire, il ne faut rien faire. Bon, c'est vrai qu'elle est lugubre. Attendez, on peut pas dire ça. Il y a eu quand même des débats à l'Assemblée, il y a eu quand même des choses qu'il a fallu qu'elle présente. Oui, il y a eu, oui, mais enfin, ça a été quand même. Oui, non, les débats à l'Assemblée, alors là, ça décharge. Dans une assemblée, vous n'avez pas votre majorité, il faut quand même le passer. Tout le monde pensait qu'elle allait se faire torpiller. À sa décharge, la NUPS a mis suffisamment le bazar pour que ça passe dans les bruits de l'orchestre. Bon, je sais pas, moi, ce sondage, si vous voulez, moi, ça me fait toujours penser à, vous savez, le classement du journal du dimanche, là, les 100 préférés des Français, je sais pas quoi et tout. Il y avait Jean-Jacques Goldman, qui a arrêté sa carrière il y a 25 ans, qui disait, il était toujours numéro 1, il disait, bah oui, ce que les Français apprécient, c'est que je ne chante plus. Donc, j'aimais bien cette forme d'humour. Écoutez, pour les sondages, pour la capacité d'Elisabeth Borne, qui vient d'avoir une critique acerbe de la part de Michel, sa capacité à incarner un Premier ministre avec une certaine épaisseur, ce qui était le cas d'Édouard Philippe, sûrement pas le cas de Castex, mais face à un président qui, pour lequel gouverner, c'est se mettre en scène. C'est pas facile d'être... Bon, je donne rendez-vous dans un mois sur les sondages pour voir comment ça va se passer et dans quel état sondagier elle va se retrouver. Aujourd'hui, c'est beaucoup trop tôt pour le dire, même si je partage un petit peu le scepticisme de Michel concernant la capacité de cette haute fonctionnaire à devenir une femme politique. La politique étant, j'adore cette citation de Richelieu, de rendre possible ce qui est nécessaire, mais pour ça, il faut faire de la politique. Et ce que Darmanin fait, même si j'aime pas ce qu'il fait, mais il fait de la politique. En même temps, je reviens sur l'histoire du débat parlementaire. Il y a quand même 2 textes de loi, dont un paquet pouvoir d'achat de 22 milliards d'euros qui sont passés. Elle a quand même réussi ça. Oui, mais c'est pas. Oui. Excusez-moi, mais je pense pas que les Français aient suivi au jour le jour les débats parlementaires. Non, mais c'est pas liquéfié devant la représentation parlementaire qui était quand même très bruyante. Elle n'était pas toute seule, heureusement pour elle. Il y a un pacte gouvernemental. En l'espèce, Bruno Le Maire
porté aussi ces sujets-là avec elle. Et au fond, qu'est-ce qui est ressorti pour les Français de la session extraordinaire de juillet? Mais c'est le comportement de la NUPS. C'est le fait d'avoir une opposition très dure, alors qui a d'ailleurs été assez suramplifiée, parce que des oppositions dures, chercher de l'incident de séance, il y en a eu de tout temps, à toute époque, et dans toutes les grandes démocraties. Limite, le débat vaut mieux qu'il soit dans l'hémicycle que dans la rue. Mais ce qu'ont retenu les Français, c'est une opposition très dure, outrageante ou outrancière de la part de la NUPS. C'est pas la façon dont Elisabeth Borne a tenu les textes qu'elle a portés. Je suis surprise que tous les trois, vous ne soyez pas, en tous les cas, souligné peut-être le côté austère, travailleuse, quelqu'un qui bosse ses dossiers, etc. Mais personne ne lui enlève. C'est une haute fonctionnaire, elle a été préfète, mais elle est ministre depuis 5 ans, sur des fonctions extrêmement importantes depuis 5 ans. Elle est totalement imbriquée dans le système. C'est une technicienne, elle est sérieuse. Je ne suis pas convaincu qu'elle incarne, je ne suis pas convaincu qu'elle donne envie, je ne suis pas convaincu qu'elle porte un message, qu'elle porte une vision, et c'est l'exécutante de la politique d'Emmanuel Macron. Michel, donc personne n'est convaincu par le style Borne. J'ai salué son manifestement. J'ai salué ses compétences techniques, mais encore une fois, ce qu'on demande à un ministre ou à un Premier ministre, loin de l'agitation de certains ou certaines. Non, parce que l'article 20 de la Constitution est très important. Il dit le Premier ministre détermine et conduit la politique de la nation. Normalement, le Premier ministre ou la Première ministre a un rôle éminent de vision, de détermination, effectivement des lignes directrices vers où on va, vers où on emmène le peuple. Prenons un exemple. La sobriété, cette valeur sobriété. On annonce effectivement un grand discours de Madame la Première ministre devant le MEDEF et les patrons et les chefs d'entreprise. Elle a déjà coupé la clim à Matignon. Hein. Voilà. Mais justement, c'est pas qu'une question de couper la clim. C'est une question de mobiliser tout le monde. C'est une question de faire appel à toutes les énergies pour essayer de trouver des solutions alternatives. Voilà, il faut un discours extrêmement politique. Et on dit qu'elle est très compétente, bien sûr, mais sur le défi climatique, c'est pas des techniciens qu'il nous faut uniquement. C'est pas que le how to do, c'est pas que le comment faire. C'est d'expliquer, c'est d'entraîner, c'est de motiver les troupes. Et là, je sais pas si elle est véritablement dans son rôle. Moi, je voudrais ajouter une chose. Moi, j'en reviens à l'idée initiale de M. Dugouin-Clément, qui était, à mon avis, la plus importante. C'est que la seule raison pour laquelle elle est haute dans les sondages, c'est 2 raisons, en fait. D'abord, parce qu'elle était quasiment inconnue auparavant. Franchement, elle a évidemment été ministre pendant 5 ans, mais enfin, bon, quand on part de rien ou pas, à peu près rien, forcément, il y a un effet surprise, un effet nouveauté. Et puis ensuite, c'est ce qu'a dit M. Dugouin-Clément, c'est que moins on en fait et plus on est populaire. Donc je pense que là, l'épreuve du feu, ça va être à la rentrée, et ça risque d'être très compliqué pour elle. Ce que je voudrais ajouter, c'est que elle a j'aime pas le terme challenge, non, un défi à relever, particulier quand même. On n'a pas eu cette configuration depuis très longtemps. Je dirais depuis la 2e cohabitation, la 3e, c'est celle de Chirac, c'est-à-dire qu'on a un président de la République qui n'a pas son Assemblée nationale d'enregistrement, qui n'a pas une chambre d'enregistrement, ce qu'il avait qualifié de bizarre le soir du 2e tour des législatives. Elle est confrontée à ça. Il va falloir qu'elle détermine et conduise la politique de la nation face à une chambre, une Assemblée nationale, on l'appelle plus la chambre, face à une Assemblée nationale où elle est minoritaire. Donc, c'est dans cette capacité à le faire, à conserver, parce que je suis tout à fait d'accord, je pense que cette Assemblée nationale n'ira pas au bout de ces 5 ans, qui aura, mais sûrement pas maintenant, parce que personne n'y a intérêt, mais il va falloir qu'elle gouverne avec une chambre tout à fait indocile. Et alors, rendez-vous dans 1 mois, dans 2 mois, pour là pouvoir parler. Elle va peut-être réussir, je ne sais pas. Mais pour l'instant, on n'a encore rien vu. Attendons de voir. Elle a un deuxième challenge à réaliser, c'est d'arriver à exister par elle-même, d'arriver effectivement à incarner cette fonction. On est sur une première ministre, il faut le savoir, qui n'a pas eu le choix de son directeur de cabinet. Son directeur de cabinet a été nommé avant elle. Et donc tout le problème qui va se poser pour elle, ça va être d'arriver à exister par elle-même, d'incarner la fonction. Est-ce qu'elle y arrivera ou est-ce qu'elle sera réduite à un rôle d'exécutant et de collaborateur? On le saura dans les mois qui viennent. Très honnêtement, quand juillet-août, elle prenne dans les sondages alors qu'elle n'a rien fait, oui, c'est le propre de l'inaction politique. Allez, donc
à voir dans les prochaines semaines, les prochains mois, donc on va dire la marque Borne, voir comment tout ça fonctionne. Lui, il a déjà imposé sa marque depuis longtemps, depuis le dernier quinquennat. C'est Gérald Darmanin, le Premier ministre qui était à Mayotte. Il veut désormais encadrer les jeunes délinquants de l'île par l'armée. Est-ce que c'est la solution? Est-ce que c'est à l'armée de faire ça? Ça nous rappelle quelqu'un. On va voir ça dans un instant. Est-ce que vous en pensez? Nos débatteurs aussi. À tout de suite. Allez, dernière ligne droite jusqu'à midi avec Régis de Castelnau, Michel Taube, Jean-Philippe Dugouin-Clément. On en vient donc à Gérald Darmanin qui était en déplacement à Mayotte, ce département français où il souhaite, en tant que ministre de l'Intérieur, encadrer les jeunes mineurs délinquants par l'armée. Cet encadrement militaire pour des jeunes adolescents, très jeunes qui, dit-il, n'ont parfois pas de parents ou si peu. Alors on le voit, dit-il, un peu à La Réunion, ici à Mayotte, mais la question, est-ce que c'est à l'armée de s'occuper et d'encadrer ces jeunes de 11 ans, 10 ans, des fois seulement 9 ans, et qui ne respectent pas les lois de la République, avec des sanctions et un système éducatif qui peut les remettre dans le droit chemin. Oui, Michel. Alors, moi, je voudrais être très, très ferme là-dessus. Je suis totalement pour. Totalement pour. Je considère donc Ségolène Royal avait raison avant les autres. Je suis totalement pour. Je considère, mais je vais vous dire pourquoi. D'abord, je regrette amèrement la suppression du service militaire. Ça, c'est un point. C'est lié de loin quand même à ce dont on parle. Le deuxième point, et c'est le principal, c'est qu'il y a une telle montée de la violence. Les formes de violence ont tellement changé, se sont tellement accrues. Vous imaginez à Mayotte, ce sont des enfants de 10, 11 ans dont on parle. Dans le code pénal, on n'a pas le droit de sanctionner un mineur de moins de 13 ans. Donc, si vous voulez, l'État ne peut rien faire. Donc, la réalité, c'est que si on n'adapte pas le droit et les solutions pratiques à une réalité nouvelle, qui est que la violence est devenue beaucoup plus endémique et beaucoup plus forte à des âges de plus en plus jeunes, on n'y arrivera pas. Et oui, moi, je suis pour que l'armée, parce qu'ensuite, c'est la question, à quoi sert l'armée ? C'est ça aussi la question. Non, mais est-ce que vous voyez des militaires des militaires s'occuper d'enfants de 10 et 11 ans? Mais s'il faut les former, les aider. Mais la réalité, c'est qu'on n'a plus assez de ressources dans tous les personnels éducatifs, sociaux et pénaux, mais là, pour les moins de 13 ans, ça ne les concerne pas, pour gérer ces situations. Donc oui, il faut former, il faut adapter l'armée, c'est un outil extraordinaire. On a plus de 200 ou 300 000 militaires en France. Je pense qu'effectivement, on pourrait en recruter 5, 10 000, 20 000 qui seraient affectés à effectivement faire un suivi éducationnel un peu plus musclé, effectivement, parce que c'est utile pour certains enfants qui n'ont pas de repères. Et donc, moi, ça ne me choque pas du tout. Au contraire, je suis totalement pour. J'ai une question. Il parle de Mayotte. Oui. Ça ne concerne que le département de Mayotte, absolument. D'accord. Alors, donc, il dit absolument n'importe quoi, une fois de plus. N'importe quoi. Parce que qu'est-ce que c'est Mayotte? Je connais très bien Mayotte. J'y ai été très souvent, j'ai des amis, et je suis ami personnel du député de Mayotte, Mansour Kamardine. C'est une île très particulière dont on a décidé qu'elle devait devenir un département français. Jusqu'à il y a quelques années, c'était une justice cadiale. C'est-à-dire que c'était les cadis qui rendaient la justice, il n'y avait pas d'état civil. Et il y a aussi un autre problème, c'est que la population a plus que doublé parce qu'il y a toute l'immigration clandestine d'Anjouan qui arrive. La première maternité de France, c'est où? C'est à Mayotte, c'est celle de Mamoudzou, parce que on vient et on accouche à Mayotte, c'est le territoire français, c'est un département français et on devient français. Donc, on a des bandes d'enfants qui sont ensuite abandonnés, etc., 10-11 ans. Moi, j'ai des amis qui sont cambriolés régulièrement et ils me disent, mais on vient pas nous prendre des ordinateurs, des choses comme ça. On vient vider nos frigidaires. Parce que ces enfants-là ont faim. Donc la question de la délinquance à Mayotte est une question qui ne pose pas le problème de l'encadrement par l'armée. Il est celui de mettre en œuvre des mesures drastiques. Alors il a dit, je l'ai entendu, à Mayotte, il a dit « Oui, on va changer le droit du sol, sauf que, désolé, mais il va falloir modifier la Constitution dans ce cas-là. » Non, c'est pas vrai du tout.
Il n'y a pas de modification. Non, ça relève de la loi. Il a dit on va modifier. On va... Le droit du sol, Non. Les conditions d'accès à la nationalité, c'est la loi. Non, je l'ai vérifié. Oui, mon cher mais c'est pas du tout une question de constitution. Il faudra. Donc c'est possible de le faire. Oui. Non, mais moi je pense qu'il faudrait supprimer le droit du sol. Non, pourquoi modifier la Constitution? Parce que qu'est-ce qu'on fait? On le supprime à Mayotte, le droit du sol, et on le maintient ailleurs. Là, il faut changer la Constitution. Je suis désolé. Mais il y a déjà des clauses particulières. Non. Je parle de ça. Mais le problème, il dit qu'il faut l'adapter. Il a entièrement raison. Mais dès qu'on touche à ce problème-là, vous allez voir les hurlements sur la question du droit du sol. Donc, le problème de Mayotte aujourd'hui, c'est pas un problème d'encadrement par l'armée. Je pense que c'est une espèce de rodomontade dont Gérald Darmanin, auquel il nous habitue. Il reprend une proposition d'Emmanuel Macron faite pendant sa campagne. Après nous avoir parlé des quoi ça, vous savez, il avait fait de l'humour sur l'immigration mahoraise, Emmanuel Macron. Non, moi je pense que c'est pas la solution. On a une solution. Elle est plus globale, vous dites, Régis. Vous savez ce qui se passe. Sur Mayotte, elle est beaucoup plus globale. Après, j'arrête. Vous allez dans les campagnes mahoraises et vous constatez que ce sont les Anjouanais qui travaillent. Les Mahorais eux-mêmes sont dans un rapport de domination avec eux. Alors vous imaginez la façon dont ces rapports sont gérés. C'est une situation qui est absolument ingérable. Et c'est pas en envoyant l'armée là-bas qui est déjà présente, et la gendarmerie en particulier, qu'on pourra régler les problèmes. Régis, on a Jean-François qui nous appelle depuis Pau. Bonjour Jean-François. Oui, bonjour à tous. Bonjour. J'écoute l'émission partiellement. Et donc moi je voulais dire merci à la France d'avoir fait faire le service militaire. L'armée, oui, le service militaire. Il y a 52 ans aujourd'hui, j'étais sous les drapeaux, la boule à zéro, alors que c'était l'époque des guitares électriques et des cheveux blancs. Et après mes parents, après l'éducation de mes parents, de l'instituteur, voire un petit peu du curé, ou du prof de musique, qui était aussi un éducateur, l'armée m'a apporté les permis, m'a appris à faire le ménage, m'a appris à passer la paille de fer dans les escaliers en bois, m'a appris à démonter un canon, à manipuler un PM, un arme à factice, m'a appris à coucher dehors, m'a appris à manger des conserves, dormir à la belle étoile, et je crois que j'ai passé 12 mois de vacances, je suis rentré avec tous les permis. Donc, que j'ai toujours d'ailleurs, que je garde par souvenir. C'est une reconnaissance pour une visite médicale tous les 2 ans. Donc, je pense que l'armée, en complément d'autre chose, ça peut être un bienfait. Ça ne fera pas le 100%, mais ce qui est pris n'est plus à prendre. Et je crois que dans les quelques éléments qu'il en aurait besoin, il faudrait les y amener, mais avec beaucoup de pédagogie. Avec de la pédagogie. Mais en tous les cas, vous dites pourquoi pas? Oui. Moi, je dis pourquoi pas. J'ai sauté en parachute. Oui, en étant parachute, j'ai connu les vieux avions, le Nord Atlas, un truc qu'on dirait qu'il allait se dézinguer. Bon, j'ai sauté au pied du pic du Midi de Bigorre dans la neige. Je suis rentré avec les raquettes. On ne le vit pas aujourd'hui, ça. Il faut payer pour le vivre. Moi, je l'ai eu gratuit. Oui, non, mais d'ailleurs, pour la petite histoire, la pénurie des chauffeurs de cars scolaires, beaucoup ont eu le permis grâce à l'armée et aujourd'hui se retrouvent à partir à la retraite. Et c'est une des explications de la profession, notamment pour ça, mais on dévie du sujet. Oui, effectivement, l'armée. On finit avec vous, Jean-Philippe. Merci Jean-François. On vous embrasse du côté de Pau. Jean-Philippe, pour terminer. Déjà, on peut reconnaître à Gérald Darmanin un mérite, c'est de provoquer le débat, de provoquer l'actualité et d'ouvrir les sujets. Sur ce que disait votre auditeur, on se rend compte aujourd'hui qu'on paye plus de 20 ans après, d'un point de vue social, la suppression du service militaire. Je ne suis pas convaincu que militairement, il avait encore un intérêt. D'un point de vue intégration sociale, cohésion sociétale, c'est quelque chose qui n'a pas été compensé. Et quand on voit tous les efforts qui sont faits pour développer le SNU, c'est essayer de rattraper un péché originel où on court derrière, on n'y arrive pas. Sur les propositions sur Mayotte, et moi je suis assez en phase avec ce que disait Régis de Castelnau, il y a un véritable problème aujourd'hui d'immigration incontrôlée à Mayotte qui est lié à la question de la nationalité et du droit du sol. Le ministre ouvre le débat sur ce sujet et je pense que c'est une bonne chose. Sur le fait de savoir si c'est
à l'armée d'aller encadrer, rééduquer des enfants de 10, 11, 12 ans. Je pense que l'armée a un autre métier à faire, que le système actuel ne permet pas de traiter ces enfants, n'offre pas de solution de rééducation éducative satisfaisante. C'est une réalité. Il faut les créer, il faut mettre les moyens. Mais sincèrement, je pense que le job de l'armée, c'est de défendre nos ressortissants et nos intérêts à l'étranger. C'est de défendre les ressortissants français à l'intérieur par rapport au terrorisme. C'est pas d'aller faire du maintien de l'ordre ou de la rééducation. Allez, mon petit doigt me dit que Jean-Marie Bordry, qui vient de s'installer parce qu'il va prendre le relais après l'info de midi, va certainement revenir sur un de ces sujets-là, mon cher Jean-Marie. Notamment celui de l'armée, effectivement. Est-ce à l'armée d'encadrer des jeunes délinquants? Tiens, on va poser la question à l'ancien président du tribunal pour enfants de Bobigny, Jean-Pierre Rosenzweig, qui remontait évidemment contre cette idée. Il nous en parlera à partir de 13h. Mais avant ça, est-ce être d'extrême droite ou alors transphobe que de critiquer la campagne de communication du planning familial? Ça, c'est la question qu'on va poser à la signataire d'une tribune dans Marianne aujourd'hui, qui s'appelle Marguerite Stern, qui est effectivement sous le feu des critiques sur les réseaux sociaux. On en parle avec elle dans quelques minutes sur Sud Radio. Allez, à tout de suite et merci à vous, Régis de Castelnau, Michel Taube, Jean-Philippe Dugouin-Clément pour le débat du jour. On se retrouve nous demain dès 10h et juste après l'info. Donc Jean-Marie Bordry, là aussi vous prenez la parole sur une radio Parlons Vrai. Je vous souhaite une très belle journée et à demain.